toutes. Merci d'avoir bravé la pluie pour venir parler des femmes et du logement, c'est exceptionnel. Moi je m'appelle Chloé Salambier, je suis ethnologue et je travaille à la faculté d'architecture Loki de l'UCL. Et je parle ce soir en fait avec une double casquette puisque je suis aussi cofondatrice et administratrice de l'ASBL Angela-D, et j'ai d'ailleurs des collègues, Marie Carrage et Isabelle Candors, qui sont également présentes et membres administratrices de Angela-D. Alors, quand Marion m'a fait la proposition de participer à ces écoles urbaines, j'avais une présentation qui était déjà fournie sur la question des femmes et du logement, mais après, le confinement est arrivé. Et les écoles urbaines n'ont pas eu lieu en mars comme c'était prévu. Et nous, on est restés confinés dans nos logements. Et très vite, avec d'autres chercheuses, on a eu envie de travailler sur les femmes, le logement et le confinement, puisque ça a été une période tout à fait inédite pour toutes et toutes. Et donc j'ai pris l'initiative ce soir de changer de présentation et de présenter ce qu'on a fait depuis mai 2020 sur cette question des femmes et du confinement. Donc mon intervention ce soir porte un titre différent. Ça s'intitule « Le privé et politique, user des crises pour améliorer les conditions de logement et le droit à la ville des femmes », avec des récits de confinement à Bruxelles et à Barcelone, et je vais vous expliquer ce qu'il en est. Donc le titre de la présentation, il fait bien sûr référence au slogan politique utilisé dans le cadre des mouvements féministes à partir des années 60, donc dans la deuxième vague du féminisme, et elle fait référence au fait que les problèmes individuels des femmes sont le résultat de leur statut politique de classe opprimée. Donc, comme je vous le disais, c'est un projet de recherche qu'on a démarré tout récemment, donc en mai 2020. Et je vais vous présenter les différentes parties sur lesquelles on est en train de travailler pour le moment. Donc, d'abord, je vais vous expliquer un peu notre approche et les cadres théoriques qu'on a utilisés pour faire ce travail d'enquête. Et puis ensuite, il y aura une partie vraiment ethnographique, puisqu'on a fait des enquêtes avec des femmes dès le lendemain du confinement. Et puis ensuite, quelques recommandations, et elles seront de deux ordres par rapport aux politiques publiques de logement et des politiques urbaines, et sur la question de la prise en compte des besoins des femmes en architecture et en urbanisme, et donc vers un projet d'architecture féministe. Alors, par rapport à l'approche qu'on a utilisée, on s'est basé sur deux concepts importants dans les théories féministes, que sont ce qu'on appelle le standpoint féminisme, qui est donc en français la théorie du positionnement. La théorie du positionnement implique en fait de créer de la connaissance à partir du vécu des femmes ou d'un groupe de femmes particulier. Et en tant que théorie critique féministe, elle se concentre sur la relation entre la production de connaissances et les pratiques de pouvoir. Ça signifie que lorsqu'on travaille avec cette notion dans le cadre de la recherche, on essaye toujours de contextualiser la récolte de données. Et c'est également ce que l'on souhaitait faire dans cette enquête. Et donc ça rejoignait en fait trois de nos objectifs, puisque nous souhaitions ethnographier les pratiques et les représentations concernant l'expérience des femmes au sein du logement en temps de confinement. Et nous souhaitions également nous intéresser à l'agency, dont vient de parler Marion, donc à la capacité, au pouvoir des femmes d'agir face à cette crise sanitaire, et puis finalement de formuler des recommandations. La notion d'intersectionnalité, elle nous a plus servi, je peux peut-être rappeler l'intersectionnalité, donc c'est l'idée de prendre en compte les conséquences de l'imprécation des formes de domination, donc liées au genre, à la race et à la classe, sur le quotidien des femmes. Et donc, ça nous a questionné sur les profils de femmes qu'il fallait interviewer. Et on a sélectionné deux critères principaux pour sélectionner notre panel. Tout d'abord, le degré de vulnérabilité et ensuite l'invisibilité sur le marché du logement.
Et à partir de cela, nous avons développé 5 profils types de femmes à interviewer, des familles monoparentales, des aînés, des femmes sans papier, des femmes en télétravail avec des jeunes enfants à charge et des habitantes de projets collaboratifs, participatifs, je ne sais pas si je dois définir, donc c'est des projets en auto-production qui sont gérés par les habitants et les habitantes eux-mêmes, où il y a souvent des services et des espaces qui sont partagés. Et puis donc on a travaillé à Bruxelles et à Barcelone. À Bruxelles, donc il y a 6 entretiens qui ont été réalisés et à Barcelone, il y en a 12. Et on a choisi de faire cette étude comparative entre 2 villes parce que la crise sanitaire dans ces 2 régions a mis en exergue et exacerbé des difficultés en termes de droit au logement. Ces 2 villes qui font face à une crise du logement importante, à Barcelone c'est surtout depuis 2008 et à Bruxelles depuis le début des années 2000. Et par conséquent, dans ces 2 contextes, la période de confinement a mis en évidence des carences et des inégalités dans le logement. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des surfaces moyennes de logement trop restreintes, un parc immobilier de faible qualité, une impossibilité d'accéder à un espace pour travailler à domicile, également la question des sans-abri qui n'avaient pas la possibilité de rester chez eux, le pourcentage des revenus alloués au loyer qui est trop important, toutes ces questions ont été exacerbées pendant la crise sanitaire. Et comme je le disais tout à l'heure, dès que le confinement a commencé, on s'est dit il faut travailler sur cette question. Et nous étions nous-mêmes, en tant que chercheuses, étudiantes, même mères de famille ou en couple, contraintes d'assumer pendant la période de confinement à la fois le travail productif et reproductif dans un même espace au cours d'une même journée. Et malgré que nous, en tant que chercheuses, nous avions des situations plutôt enviables, dans le sens où on a continué à avoir nos salaires, on habite des logements relativement décents, et nous avions des réseaux potentiellement mobilisables, on avait l'intuition que le confinement allait creuser les inégalités entre les hommes et les femmes, car de nombreux citoyens et citoyennes ne rencontraient pas ces conditions matérielles qui étaient nécessaires à l'organisation d'une vie quotidienne harmonieuse et sécurisante pour chacun et chacune. On se souciait de la façon dont les femmes devraient redoubler d'efforts pour maintenir une sorte de paix domestique dans le logement, et d'autre part de l'augmentation potentielle des violences domestiques consécutives aux situations d'enfermement. En effet, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement et pourquoi est-ce que les femmes ont été particulièrement touchées pendant cette période? Et en quelques jours, le travail du soin est devenu central dans le quotidien des ménages. Et les logements ont mis en scène ces aménagements sociaux inédits, alliant l'interdiction de sortir, l'obligation de télétravailler pour certains et certaines, la nécessité de s'occuper des moins autonomes, l'impératif des ravitaillements et la contrainte de toutes les tâches domestiques. Et simultanément, dans les médias, aussi bien en Belgique qu'en Espagne, de nombreux articles sont publiés et révèlent les difficultés au sein des ménages concernant cette conciliation travail-famille, mais également de nombreux articles sont publiés sur l'apparition de violences domestiques plus importantes qu'en temps normal, les inégalités sur la répartition des tâches, l'importance des personnes qui travaillent dans le secteur du soin, etc. etc. Et nous, ce qui nous marquait en tant que féministes travaillant avec des femmes précaires depuis de nombreuses années, c'est que ces réalités, en fait, elles n'étaient pas nouvelles. Elles étaient juste exacerbées par le confinement et elles avaient le pouvoir quand même de questionner des réalités qui étaient existantes et qui étaient exacerbées, mais qui étaient tout à coup aussi visibilisées. Et ce qui nous a marqué aussi, c'est que toutes ces réalités étaient rendues visibles par les conditions sanitaires, mais la parole dans les médias, ainsi que dans l'arène politique et scientifique, est restée malgré tout monopolisée majoritairement par les hommes pendant toute la crise sanitaire. Et donc ces expériences communes en tant que chercheuses nous ont permis d'être en connivence avec les femmes que nous avons interviewées pour poursuivre ce travail de recherche.
Alors, je vous ai dit, c'est une approche qualitative, donc on a travaillé avec l'entretien compréhensif, donc entretien semi-directif, donc plutôt des longs entretiens, et on a réinterprété la carte mentale à l'échelle du logement. Et ça a donné ce genre de tableau, vous voyez, où on essayait de reprendre à chaque fois les mêmes données pour Bruxelles et pour Barcelone, donc les compositions de famille, le nombre de mètres carrés disponibles pendant la période de confinement, également les mots-clés que les femmes ont utilisés pour définir leur état d'esprit pendant le confinement. On a essayé aussi de quantifier et de qualifier les espaces qui ont été perdus pendant le confinement. Donc, c'est-à-dire que au plus les logements sont exigus, au plus on a un logement dans lequel on ne trouve pas toutes les fonctions, au plus certaines fonctions sont habituellement externalisées dans l'espace public ou dans des services. Et évidemment, les femmes les plus précaires étaient celles qui perdaient le plus pendant le confinement. Les femmes ont également eu l'occasion d'exprimer leur manque. On leur demandait tout le temps qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant le confinement. Également, par rapport à cette question de l'agency, on a très vite posé des questions sur les ressources qu'elles avaient pu mobiliser, qu'est-ce qui avait été porteur en fait pour faire face à cette crise. Et on les a catégorisés en trois types. Il y avait les ressources spatiales, les ressources temporelles et les ressources sociales. Et puis, finalement, dès le début de l'interprétation des données qu'on avait récoltées dans les entretiens, nous avons noté que les femmes avaient été très créatives, en fait, durant le confinement pour produire de nouveaux espaces, mais aussi des rituels inédits et des réseaux sociaux. Et par la suite, lors de l'analyse des entretiens, on va se focaliser beaucoup sur ces questions-là. Alors, au niveau de l'ethnographie, donc là maintenant, je vais vous faire part un petit peu des premières interprétations de ces données. Avec une thématique sur les problèmes antérieurs à la crise, une thématique sur les petits problèmes qui sont devenus grands pendant le confinement, la question des aînés, les contradictions d'être mère en temps de confinement, et puis l'espace, le temps et les réseaux sociaux comme ressources matérielles et symboliques. Alors, les problèmes antérieurs à la crise, on s'est rendu compte que le confinement ne venait jamais seul comme un problème dans la vie des femmes et que, en réalité, cette problématique du confinement et de crise sanitaire venait s'ajouter à beaucoup d'autres questions. Le deuil, par exemple, pour Colette, la perte de l'emploi, le tiraillement et l'illégalité de la situation administrative pour Molly et Sandy, qui sont deux femmes sans papier qu'on a interviewées, les problèmes de santé dont la prise en charge a été stoppée pour Magda et Asia, l'accouchement d'un premier enfant pour Serena, Priscilla, la précarité liée à des situations de monoparentalité, etc. Les expériences multiples des femmes interviewées indiquent un creusement des inégalités de genre, mais aussi de classe, bien évidemment, pendant cette crise. Et ce qui a été difficile à vivre, c'est que les mesures sanitaires, elles étaient appliquées de la même manière pour tous et toutes, sous la forme souvent d'injonctions, à tous les ménages, sans prendre en compte les inégalités justement en termes de charges liées au care, par exemple, ou encore d'accès à des espaces de travail dans son logement, par exemple. Alors Asia, j'ai mis la citation ici d'Asia, qui est famille monoparentale et qui exprime donc sa difficulté, où elle a eu l'impression que finalement tout reposait sur ses épaules et qu'elle devait se substituer à tous les services et les institutions qui habituellement structurent sa vie et celle de sa fille. Par rapport à les petits problèmes qui deviennent grands, on avait une question dans notre questionnaire sur les conflits pendant le confinement et en réalité on s'est rendu compte que le confinement avait exacerbé pas mal de conflits.
qui peuvent être liées à un manque de certaines ressources. L'espace a été au cœur de nombreux conflits dans le logement, le temps aussi, et également la technologie souvent, l'accès à la technologie. Donc beaucoup de femmes nous ont parlé des problèmes liés à l'accès à des ordinateurs, au Wi-Fi, au fait de ne pas pouvoir tous se connecter en même temps pour travailler, pour les enfants, pour l'école, des femmes qui n'avaient pas assez de data, pas suffisamment. Donc ça a été aussi un problème qui a été assez important dans les logements pendant le confinement. Et donc cette question de l'espace et de l'intimité, c'est quelque chose qui intéresse depuis longtemps les études féministes qui traitent de la question du logement. Une chambre à soi, Virginia Woolf, j'imagine que vous en avez déjà parlé depuis le début des écoles urbaines. Et évidemment, cette question de l'intimité dans le logement, d'habitude, il peut être comblé grâce à des moments qu'on passe seul à la maison, grâce à la possibilité de travailler dans un espace en dehors du logement, ou encore grâce à des aménagements effectués. Et pendant le confinement, de nombreuses femmes ont exprimé cette problématique du manque d'intimité à l'intérieur du logement parce que habituellement elles n'ont pas d'espace à elles. Et pendant le confinement, c'était d'autant plus dur de se créer un espace à elles puisque tout le monde était à la maison. Et donc voilà, il y a eu des femmes qui exprimaient le fait comme quoi la question du logement elle est toujours aussi reliée au corps, de ne plus pouvoir avoir de relations sexuelles avec son conjoint parce que la proximité avec les enfants est telle, la promiscuité est telle avec la famille, etc., que finalement on n'arrive plus à trouver son espace intime. Alors la question des aînés, elle était également très importante pour nous, et pendant le confinement il y a eu beaucoup d'articles sur cette question, et donc j'ai repris ici un nuage de mots qui reprend tous les mots-clés qui ont été utilisés par les femmes pour exprimer leur état d'esprit pendant le confinement. Et donc c'est apparu assez clairement que les aînés et les familles monoparentales ont été les plus touchées par cette période du confinement. Les mots-clés qu'elles utilisent, donc la peur, l'angoisse de la maladie, la mort aussi qui touche leurs amis, le sentiment de solitude, c'est également beaucoup renforcé pour certaines. Beaucoup nous ont parlé de la question des rapports charnels, donc c'est-à-dire l'interdiction de toucher, d'embrasser, de serrer dans ses bras ses proches a été extrêmement mal vécue par de nombreuses femmes. Alors, les contradictions d'être mère en temps de confinement, là, c'est apparu dans pratiquement tous les entretiens qu'on a menés avec les femmes qui ont été contraintes de télétravailler avec des enfants à la maison, où on retrouve des mots tels que l'euphorie, l'excitation, le plaisir, les retrouvailles, cool, familial, sécurisant, lenteur, soulagement, etc. Et à l'extrémité de ce spectre de mots-clés, on retrouve l'incertitude, la peur, la culpabilité, la détresse. Et donc, c'est vrai qu'habituellement, la parentalité entraîne toujours son lot de contradictions, mais là, ça a été extrêmement exacerbé par la période de confinement et ça a renforcé cette ambivalence. Et ce qu'exprimaient les femmes par rapport à cette période qu'elles ont vécue avec leurs enfants dans leur logement, quand elles ne sont pas en situation de monoparentalité, c'est qu'elles sont nombreuses à avoir apprécié le fait que le rythme change, que tout à coup elles ne soient plus contraintes par un rythme qui vient de l'extérieur et qui fait que beaucoup nous ont parlé du fait qu'elles ont l'impression que leur vie est segmentée par la vie quotidienne et qu'elles n'arrivent pas toujours à concilier, et que là tout à coup le fait que le rythme change, elles ont pu se réapproprier certaines temporalités plus calmes, plus paisibles parfois, et aussi parfois la possibilité de se réapproprier leur logement. Et comme je le disais tout à l'heure, par contre, les familles monoparentales, il n'y a pas d'ambivalence. Les mots-clés qui définissent leur état d'esprit sont quasiment toujours négatifs, comme pour les aînés.
Par exemple, Asia, une femme qu'on a interviewée et qui était confinée avec sa fille de 10 ans, a culpabilisé beaucoup pendant tout le confinement parce qu'elle n'arrivait pas à s'occuper de sa fille. Et en même temps, elle culpabilisait, mais elle n'avait pas d'énergie pour proposer des activités. Et donc, elle, quand le déconfinement a commencé, elle a vraiment exprimé le mot « j'avais besoin de me décentrer de ma fille et de pouvoir être en contact avec d'autres adultes », ce qui a été impossible pendant toute la période de confinement. Alors, ce qui a été le profil de personnes pour qui le confinement a peut-être été le plus difficile, c'est les femmes sans papier. Puisqu'elles se sont retrouvées en Belgique, sans travail. Dans ce cas-ci, c'était des travailleuses domestiques, donc elles ont été renvoyées de leur travail. Elles travaillent au noir, donc elles n'ont aucune sécurité sociale. Elles ne pouvaient plus rentrer chez elles. Et en même temps, elles ne gagnaient plus d'argent pour envoyer de l'argent à leur famille. Et en plus, les contrôles policiers s'étant beaucoup renforcés dans l'espace public, elles n'osaient plus sortir de chez elles. Et donc, elles ont été contraintes, et il faut ajouter à ça aussi le fait qu'habituellement, leurs conditions de logement ne sont déjà pas idéales. Et donc, les femmes interviewées ici à Bruxelles, elles habitaient un logement de 75 mètres carrés à 5, avec une chambre divisée en 4. Il y avait un homme qui avait sa chambre seule. Et les femmes, elles avaient divisé donc, leur chambre à 4 et elles se relayaient pour aller faire les courses parce qu'elles avaient peur de se faire arrêter par la police ou de ne pas pouvoir rentrer au magasin. Enfin, il y avait toute une série de peurs et la peur de mourir aussi sans pouvoir rentrer chez soi. Il faut se rappeler qu'au début de la pandémie, il y avait vraiment une angoisse très forte au sein de la population et elles ont ressenti très fort cette angoisse en se disant si je meurs ici, je ne pourrai jamais rentrer chez moi, on ne pourra jamais rapatrier mon corps, etc. Voilà, donc évidemment, les conditions de logement difficiles, elles ont été vraiment exacerbées pendant cette période de confinement et celles qui ont des logements qui ne correspondent pas à des standards, ne serait-ce que légaux sur le nombre de mètres carrés, sur la lumière, l'aération, etc., elles ont été encore davantage victimes de cette période de confinement. Alors, la 5e thématique, donc c'est l'espace, le temps et les réseaux sociaux comme ressources matérielles et symboliques. Et là, on commence à entrer dans la question de l'agency et de la capacité qu'ont eu les femmes à se créer de nouvelles choses pendant le confinement. En réalité, toute cette intensité familiale, les charges domestiques, ainsi que les contradictions aussi ressenties par les femmes, ont pu parfois être amenuisées par la possibilité de s'aménager des espaces en dehors du logement. Donc on voit que beaucoup se sont réappropriés des espaces tels qu'un jardin, un balcon, un petit bureau ou encore un appartement qui aurait pu être partagé. Je vais expliquer par la suite. Les femmes ont souvent utilisé le mot de refuge au sein de leur logement. Donc, comment faire pour se créer un refuge à l'intérieur du logement? Par exemple, Asia, dont je parlais tout à l'heure, qui est famille monoparentale, elle a aménagé vraiment son jardin pendant tout le confinement. Elle y a passé la plupart de son temps. Une autre femme, Juliette, par exemple, qui était en télétravail avec ses enfants, a récupéré les clés d'un restaurant au rez-de-chaussée de son immeuble pour y travailler. Et beaucoup de femmes ont utilisé en fait des compétences pour pouvoir se créer ces refuges. Donc l'espace a été un moteur, un levier pour survivre à cette période, mais aussi des nouvelles temporalités. Par exemple,
Asia, dont je parlais tout à l'heure, famille monoparentale, elle a associé la transformation de son jardin à l'organisation d'un nouveau rituel avec sa fille, où elle disait nos journées étaient complètement désorganisées par le confinement, mais tous les jours, à 1h, je faisais un thé à la menthe, et ma fille me rejoignait, on se retrouvait ensemble au jardin, et ça nous a permis d'avoir quelque chose en commun, à un moment donné, quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Il y avait aussi Colette, donc elle est veuve, elle a perdu son mari juste avant le confinement et elle ne pouvait plus aller au cimetière tous les jours puisque les cimetières n'étaient pas ouverts tous les jours pendant la période du confinement, et donc elle avait fait un petit hôtel dans son logement pour pouvoir se recueillir sur ce petit hôtel qu'elle avait fait pour son mari. Alors, des femmes aussi qui ont essayé de s'aménager un bureau, comme Jeanne, qui explique que quand elle a eu la possibilité d'avoir cet espace qu'elle n'avait jamais eu dans son logement, un espace à elle pour travailler, elle s'est sentie petit à petit déchargée des responsabilités du rangement de son logement. Donc son conjoint lui avait déjà un bureau dans le logement et elle n'en avait pas avant le confinement. Et le fait de pouvoir avoir un espace à elle l'a beaucoup aidé à survivre à ce moment-là. Il y a Serena aussi qui explique qu'elle se cachait sur un balcon pour pas que sa belle-mère la voie parce qu'elle était confinée avec sa belle-mère et elle fumait alors qu'elle allaitait. Donc cet espace extérieur a été pour elle vraiment la délivrance de ces journées de confinement. Donc on voit qu'il y a des aménagements d'espace, des nouvelles temporalités, mais aussi pour certaines la possibilité de mobiliser des réseaux sociaux qui ont permis de se soutenir pendant la période du confinement. La colocation, pour certaines, a beaucoup aidé. Par exemple, Lisbeth, donc ça c'est une interview qui a été faite à Barcelone, qui est originaire du Nicaragua, dit que l'une de ses colocataires l'a beaucoup soutenue pendant le confinement dans les soins permanents que réclamait la présence quotidienne de son fils de 5 ans. Alors, cette description ethnographique, ici on en est encore dans le moment de description et ces données demandent encore à être analysées, mais on voit que dans les pratiques habitantes des femmes en temps de confinement, elles témoignent, donc ces pratiques, des compétences justement des femmes qui sont mises au service d'une sorte d'harmonie entre les objets vivants, les plantes, les fleurs, les pierres, et non vivants, les meubles, les rideaux, mais aussi les vides et les gens. Les femmes aménagent et se ménagent des espaces, des temporalités et des relations. Et au-delà de l'aspect matériel du logement, donc le nombre de mètres carrés, l'isolation, la volumétrie, etc., les pratiques illustrent les besoins des femmes d'accueillir des dimensions écologiques, devenir jardinière pour Asia, Priscilla et Mandy, symboliques, inventer des rituels pour Asia et Colette, et relationnels, créer de nouvelles relations de voisinage pour Juliette, Jeanne, Lisbeth, Magda et Mercedes. C'est quelque chose qui est beaucoup apparu dans les différents entretiens. Alors, je voudrais maintenant passer à la question du logement collectif et à la question de l'habitat partagé pendant le confinement au travers de 2 exemples. L'exemple de Jeanne et de Juliette qui habitent l'une dans un habitat collectif et l'autre dans un habitat groupé participatif où vous vous souvenez du petit tableau où je reprenais les différentes données ethnographiques, on se rendait compte que certaines femmes n'avaient pas perdu des espaces mais avaient gagné des espaces pendant le confinement. Et à cet égard, donc, la famille, l'exemple de Juliette, qui habite un logement collectif avec 300 habitants, est assez éclairant, où très vite, ils ont pu avoir les clés d'un petit restaurant qui était au rez-de-chaussée, qui leur a servi de bureau, et ils ont pu organiser aussi des gardes partagées avec leurs voisins. Donc les confinements collectifs ont beaucoup déchargé les familles puisque les enfants allaient dans un appartement pendant une partie de la journée et pendant l'autre partie de la journée dans un autre appartement. Donc ils se sont confinés à plusieurs et bien sûr ça les a beaucoup
déchargés. Ça leur a permis de continuer à travailler, de continuer à avoir une stabilité financière pendant la crise. Et puis ensuite, je vais parler également de Jeanne. Et ici, j'ai repris une carte, un petit dessin qu'elle avait fait pendant l'entretien. Donc Jeanne, elle habite un habitat participatif et donc il y a différents espaces communs qui sont partagés. Il y a un jardin, une pièce commune, et puis il y a surtout un cohabitant qui est parti pendant la période du confinement et qui a laissé son appartement de 3 chambres à disposition des femmes pour qu'elles puissent aller travailler chez lui et faire du télétravail. Donc Jeanne, qui habite un projet de cohabitat, en fait, elle avait accès à l'intérieur du projet à un bureau en dehors de son logement, mais à l'intérieur quand même, donc elle pouvait y aller, et un jardin collectif où très vite les parents se sont organisés et ont mis en place une organisation spécifique à la période de confinement avec des tours de garde, avec des préparations de goûter communes, etc., etc. Donc elle a expliqué que toute cette organisation qu'ils avaient mis en place et qui en réalité ces espaces communs et cette cogestion en fait de ces espaces communs apparaissent comme de véritables leviers dans la résilience face aux crises, beaucoup plus que dans l'habitat individuel. Et il n'est pas anodin de noter justement que Jeanne, donc celle qui a pu profiter de tous ces espaces dans le projet de cohabitat, lorsqu'on lui a demandé d'exprimer les mots-clés pour définir son état d'esprit pendant le confinement, eh bien c'était l'euphorie, l'épanouissement, l'excitation, le plaisir et les retrouvailles avec elle-même, son conjoint et ses enfants. Et souvenons-nous que les familles monoparentales exprimaient à la même question des sentiments qui étaient négatifs, donc à une question qui était tout à fait similaire. De la même façon, à Barcelone, il y a un entretien qui a été fait dans la coopérative de logement qui s'appelle L'Aborda. Eh bien, 2 pièces qui sont habituellement destinées à accueillir les visiteurs et les visiteuses ont été mises à disposition pour le télétravail. Les personnes absentes ont également mis leur appartement à disposition de la communauté. Les enfants ont profité des terrasses et des couloirs pour jouer, ainsi que pour rouler à vélo ou en roller. Et dès la première phase, les habitants du confinement, les habitants et les habitantes ont organisé un espace éducatif et récréatif pour les enfants dans lesquels les adultes se sont relayés pour s'occuper d'eux. Donc les formes spatiales et sociales données au mode d'habitat peuvent en partie expliquer les sentiments très contrastés qu'on a pu voir dans les mots-clés utilisés par les femmes interviewées. Et imaginons que Asia, Eudora, Lisbeth, qui sont toutes issues de familles monoparentales et élèvent leurs enfants seuls, aient passé leur confinement dans un habitat partagé, collaboratif, au contact de voisins et de voisines, avec la possibilité de se relayer dans les charges domestiques. Cette situation aurait-elle pu foncièrement améliorer leur expérience quotidienne du confinement? En tant que mère, en tant que femme, nous sommes tentés de répondre que oui, et que donc le logement participatif serait un bon levier de résilience face à la crise. Alors, je vais passer sur les constats parce que voilà, c'est la synthèse de ce que je viens de dire pour pouvoir avoir le temps quand même de passer à la question des recommandations. Il reste combien de temps 5 minutes 5 minutes, ouais. Donc je disais, ces recommandations, elles sont de 2 ordres en termes de politique publique, de logement et en termes de prise en compte des besoins des femmes en architecture et en urbanisme. Alors, on a travaillé déjà dans un premier temps sur toutes les politiques publiques qui ont été mises en place de façon exceptionnelle pendant le confinement sur la question du droit au logement. Donc il y a eu quand même un moratoire sur les expulsions jusqu'en août 2020. Si il y avait une recommandation à formuler qui serait peut-être la première, ce serait que ce moratoire puisse se poursuivre
bien évidemment, puisque la crise n'est pas terminée. Il est assez difficile dans le contexte actuel de se reloger et on sait que les femmes sur le marché du logement sont beaucoup moins bien loties que les hommes. Donc ça, c'est des précédentes enquêtes qu'on a déjà faites avec Angela Day qui montrent que sur le marché du logement, les personnes qui sont les plus vulnérables, donc ce sont les familles monoparentales, les aînés et les isolés. Et les femmes, elles sont surreprésentées dans chacune de ces trois catégories. Donc elles sont beaucoup plus vulnérables et par rapport à cette question des expulsions, ce serait important de pouvoir prolonger ce moratoire. Alors, il y a aussi un levier qui a été actionné pendant le confinement, qui est la réquisition de bâtiments. Alors, je ne sais plus depuis quand existe cette date sur la réquisition des bâtiments, mais elle ne date pas d'aujourd'hui et c'est la première fois qu'elle a été utilisée. Et donc là, on pourrait... elle a été utilisée à la fois pour loger des sans-abri et des femmes victimes de violences conjugales. Et là, on se dit, bah, tiens, c'est possible en fait. De réquisitionner des bâtiments quand il s'agit de situations d'urgence et pourquoi pas ne pas réfléchir à la façon dont ce levier pourrait servir à la suite de cette crise. On a pu aussi profiter de l'importance de disposer de règles de superficie minimale pendant le confinement. Est-ce qu'il faudrait revoir ces standards à la hausse avec le double risque que ça pourrait augmenter les prix des habitations et que certaines autres seraient mises hors circuit parce que trop petites. On a vu aussi qu'il était important de pouvoir disposer au minimum d'un espace extérieur propre au logement. Hein. Ça a beaucoup aidé au confinement quand on pouvait au minimum avoir un petit balcon, une petite terrasse, un jardin, etc. Favoriser la production d'habitat groupé, participatif, et à cet égard, eh bien, à Bruxelles, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas quelque chose qui est facilité par les politiques publiques de logement. Donc on savait déjà que l'habitat groupé c'était intéressant pour la cohésion sociale, que c'était aussi une ressource importante pour les personnes les plus vulnérables, mais lorsque l'on est cloîtré in situ, eh bien c'est peut-être d'autant plus intéressant puisque l'entraide, le partage social entre résidents d'un même ensemble ont permis de rendre cette micro-bulle dans laquelle on devait se confiner plus vivable. Et aussi la possibilité pour la femme qui ne trouvait pas toujours chez son partenaire la possibilité d'avoir du soutien dans les tâches domestiques, eh bien, elle pouvait peut-être le retrouver dans cette petite communauté de vie. Et à Bruxelles, justement, par rapport à cela, notre législation, comme je le disais, n'encourage pas ce mode de vie, tout à l'inverse. Puisque il y a la solidarité pécuniaire obligée entre colocataires, si on veut être dans une colocation, le taux des allocations sociales qui diminue en situation de cohabitation également, ou encore des prescriptions urbanistiques qui freinent l'aménagement d'un habitat groupé dans un immeuble existant. Et donc l'arsenal juridique régional en fait contrarie la possibilité de faire ce choix pour les habitants. Et donc voilà, c'est un de nos espoirs, c'est que cette crise sanitaire puisse faire prendre conscience aux autorités de la nécessité de lever certaines entraves mises à la solidarité dans le logement. À Barcelone, par contre, depuis 2015, c'est un peu différent le contexte à ce niveau-là et ça pourrait être inspirant pour nous à Bruxelles. Le gouvernement de la ville a encouragé la construction de logements coopératifs via des baux amphithéotiques d'une durée de 75 ans sur des terrains publics avec un système de redevance annuelle. Et donc des coopératives, des groupes d'habitants en fait ont pu s'associer à des architectes pour concourir et avoir accès à ces terrains via des baux amphithéotiques. Et ça a donné lieu donc à ce qu'ils appellent les affectations d'usage pour construire 250 logements qui favorisent cette vie en communauté et qui offrent des loyers abordables à ses habitants et ses habitantes.
Alors, venons-en maintenant donc à la question vers une ville féministe pour une prise en compte des besoins des femmes en architecture et en urbanisme. Alors, ce moment qu'on vient de subir et sa réponse politique, bien, elles peuvent peut-être nous amener à interroger nos modes d'habiter et la façon dont nous concevons et gouvernons nos espaces de vie. La crise, si on revient sur l'étymologie du mot crise, elle a un double sens, en latin et en grec. En latin, elle renvoie à une manifestation violente, brutale d'une maladie, alors qu'en grec, elle renvoie à un jugement, une décision. Donc la crise, en fait, ça correspond à un moment charnière où, en quelque sorte, de nouvelles opportunités se profilent. Et à cet égard, comment est-ce qu'on pourrait penser le logement, justement, pour qu'il puisse être facteur d'inclusion et d'émancipation sociale ? Le logement, dans les études féministes, quand il est évalué sous le prisme féministe, est considéré comme une instance qui assure la reproduction des rapports de domination. Et dès lors, en amont des législations, des programmes fonctionnels et des projets d'architecture, nous devrions toujours nous demander à qui s'adresse le logement, quelles sont les relations entre les habitants et les habitantes, quelles sont les unités de coexistence et comment vont-elles être gouvernées? Est-il nécessaire que les pièces aient des tailles différentes pour marquer la hiérarchie familiale? Y a-t-il un endroit pour que chacun, chacune puisse développer ses capacités personnelles de manière autonome? Comment concilier les besoins individuels et collectifs dans les logements et dans les espaces intermédiaires? Alors, je vais maintenant passer en revue quelques recommandations à différentes échelles. Et pourquoi à différentes échelles? Puisqu'on a travaillé sur la question du logement, vous allez peut-être vous demander. De la même façon que la posture intersectionnelle implique de s'intéresser à l'imbrication des rapports sociaux de genre, de classe et de race, l'architecture féministe nécessite de considérer l'imbrication des échelles spatiales. Et peut-être qu'Apolline en a déjà parlé lors de la première soirée de cette question d'imbrication des échelles. Alors, ce qu'on a pu retirer de ces enquêtes, donc les enquêtes, elles ont été faites en non-mixité, mais au regard de plusieurs disciplines, hein, donc moi qui suis ethnologue, un juriste et 2 architectes. Donc on a pu commencer à réfléchir ensemble à toutes ces recommandations aux différentes échelles. Donc à l'échelle du logement, tout d'abord, on a vu que des espaces modulables et multifonctionnels semblaient plus résilients pour s'adapter aux différents changements rencontrés au cours de l'existence des habitants. Bien évidemment aussi, on l'a vu, et ça a été extrêmement exacerbé par cette crise, le surpeuplement des logements pose de nombreux problèmes et peut entraîner des risques importants qui vont du manque d'intimité à l'exaspération de certaines formes de violence. Troisièmement, la possibilité que chacun, chacune puisse s'aménager au sein de son logement un espace à soi, même petit, constitue un enjeu important pour favoriser l'émancipation et la cohabitation harmonieuse entre les habitants et les habitantes. Ces besoins d'intimité n'empêchent pas d'encourager la colocation si les espaces sont suffisamment modulables pour accueillir ce type de ménage. À l'échelle des espaces intermédiaires et communs, certaines interviews relevaient la difficulté de vivre dans des logements qui sont mal insonorisés, parce que c'est quelque chose d'entendre ses voisins quelques heures par jour, mais quand on les entend toute la journée, ça pose de nombreuses difficultés. Donc des habitants et des habitantes qui ont dû changer la fonction de certaines pièces pour ne plus entendre leurs voisins continuellement. Également, encourager le potentiel relationnel des espaces intermédiaires de qualité, peuvent également favoriser une cohabitation et la possibilité de se créer des réseaux sociaux en dehors de son logement avec ses voisins, par exemple. Et finalement, voilà peut-être une des grandes découvertes de ces entretiens, c'est ce soutien pour l'habitat partagé
et surtout pour les personnes les plus vulnérables sur le marché du logement, dont je parlais tout à l'heure, donc familles monoparentales, aidées et isolées. D'autant plus que les études démographiques actuelles indiquent que l'augmentation constante de ces formes de ménage, augmentation du nombre de familles monoparentales, allongement de l'espérance de vie, célibat prolongé, etc. De plus, la parenté contemporaine se décline sous de multiples formes qui se métamorphosent rapidement et les programmes de logement continuent de s'accrocher au modèle traditionnel de la famille nucléaire qui ne correspond plus véritablement à la réalité sociologique actuelle. Cette opportunité d'habiter ensemble et de mutualiser des espaces est encore dans de nombreuses villes européennes, dont Bruxelles, uniquement réservée à des ménages traditionnels et à une élite cultivée de la classe moyenne. Alors, à l'échelle du quartier et de la ville plus largement, l'accès à des espaces ouverts favorise bien évidemment les rencontres sociales, la connexion avec la nature et permet parfois de corriger les carences et le surpeuplement de certains logements. On pense aux personnes qui ont été confinées dans les logements exigus, dans des quartiers extrêmement denses. Certains espaces de vie communs pourraient également être créés et mutualisés par les habitants et les habitantes d'un même quartier. L'enquête a montré que le télétravail au sein du logement ne constitue pas une opportunité d'émancipation de ses habitantes quand il faut partager ce temps avec les enfants à la maison. Et donc, une option pourrait consister à créer des réseaux d'espaces de co-travail dans les quartiers. Donc, certains espaces qui pourraient être mutualisés à l'échelle du quartier. À ces différentes échelles spatiales, des questions de gouvernance se posent évidemment aussi quant à la place et au rôle que pourraient jouer les femmes au sein des instances de décision. Gouverner des espaces à l'échelle d'un cohabitat, d'un quartier ou d'une commune représente des leviers fondamentaux d'émancipation. Donc il faut absolument encourager la présence des femmes dans les métiers de l'aménagement, au sein d'instances de décision locales, communales, régionales, pour prendre en compte ces besoins spécifiques et participer progressivement à la transformation de nos villes, pensées depuis des décennies par et pour les hommes, comme le dit Yves Rebaud dans son bouquin. Voilà, alors il y a toute une série de recommandations qui sont propres vraiment aux questions de gouvernance. Mais je vais terminer ici. Pour essayer de conclure, je vous dis cette recherche qui est encore en cours. Donc, le confinement, en réalité, dans l'espace domestique, pour les femmes, n'est pas nouveau. Il assure aux dominants le maintien de l'appropriation de la classe des femmes, principalement leur corps et leur force de travail. Et cette crise sanitaire de grande ampleur a mis en lumière ces inégalités. Elle pourrait servir d'opportunité pour décloisonner ces rapports de domination. Plus que jamais, il est nécessaire d'offrir de nouvelles perspectives quant à l'implication des femmes dans leur accès à des logements de qualité et plus largement au droit à la ville. Voilà, ici je vous ai mis quelques références qui traitent spécifiquement de la question des femmes et du logement. Et puis 3 références, parce que dans le programme, il était marqué que j'allais parler de 3 références de projets exemplaires en termes d'architecture féministe, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais dont on pourra parler, si vous le souhaitez, par la suite. Donc le projet Laborda à Barcelone, le Frauen Wohnen Project à Vienne et le projet Calico, dans lequel est impliquée Angela Day. Et on a même une future habitante ici du projet Calico qui pourra témoigner si vous avez des questions. Merci.